Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Le risque d'escalade entre l'Iran et Israël, l'Iran qui menace toujours Israël de représailles après cette frappe sur le consulat iranien à Damas en Syrie il y a bientôt 2 semaines, frappe meurtrière, et donc menace de représailles, des tirs de roquettes du Hezbollah libanais hier soir sur des positions israéliennes. Les États-Unis s'attendent à une menace, à une attaque à court terme même. Que doit faire la France en cas d'attaque iranienne sur Israël d'une manière ou d'une autre? Mais pour l'instant, c'est pas tant des attaques iraniennes, c'est surtout Israël qui est en train de mettre le feu à la région. Tout ça pour permettre à M. Netanyahou de continuer sa politique de génocide à Gaza et de déstabilisation de toutes les régions. Je vous rappelle qu'Israël se permet de frapper sur des pays qui sont des pays souverains, le Liban, la Syrie. Donc il faut qu'Israël arrête, c'est surtout ça. Il faut que la France surtout fasse en sorte d'exiger qu'Israël reconnaisse le droit international. On peut pas d'un côté expliquer que, par exemple, à juste titre, la Russie n'a pas à attaquer un pays voisin comme l'Ukraine, et puis penser qu'Israël peut se permettre de bombarder qui ils veulent n'importe où. Vous avez bien vu, Éric Coquerel, les réserves de Joe Biden sur la politique israélienne à Gaza, mais Joe Biden qui, d'un autre côté, affirme un soutien américain inébranlable en cas d'attaque de l'Iran. On parle de l'Iran. C'est bien le problème. C'est bien le problème des États-Unis depuis le début. C'est que c'est un problème de soutenir Israël en cas d'attaque de l'Iran. C'est de envoyer le message à M. Netanyahou que quoi qu'il fasse, il sera soutenu. Parce que Joe Biden, par exemple, sur la question, a fini par accepter que les États-Unis s'abstiennent sur une résolution de l'ONU de cesser le feu pérenne vers un cessez-le-feu pérenne à Gaza, mais d'un autre côté, il continue en réalité à vendre des armes à Israël, à alimenter Israël en munitions, en armement, sans quoi Israël ne pourrait pas continuer son offensive absolument meurtrière sur Gaza. Et que vous venez de le dire, à l'avance, il assure Israël d'un soutien. Enfin, aujourd'hui, quel pays, quel État, quel gouvernement est en train de risquer une guerre généralisée au Proche-Orient? Donc la France ne devrait pas soutenir Israël en cas d'attaque de l'Iran, c'est ce que vous dites. Mais pour l'instant, on n'en est pas. Attendez, arrêtons de nous faire peur. Pour l'instant, on n'en est pas à une attaque à l'Iran. Tout le monde savait que l'Iran allait devoir répliquer par rapport à ce qui s'était passé vis-à-vis de son consulat, plus son général qui a été tué. Tout le monde le savait. Bon, pour l'instant, on est à des tirs de roquettes. Donc, on n'est pas dans la situation où c'est l'Iran, tout d'un coup, qui devient agresseur, quel que soit, par ailleurs, le mal que je pense sur le régime des ayatollahs. Mais la question n'est pas là. La question, elle est géostratégique. C'est pas l'Iran qui menace aujourd'hui la paix dans la région. Aujourd'hui, c'est Israël. Et plus précisément, je le dis très clairement, c'est M. Netanyahou, qui est d'ailleurs très largement contesté dans son pays, qui est dans une espèce de fuite en avant pour rester au pouvoir, qui consiste à risquer non seulement c'est même plus un risque, mais le génocide des Palestiniens à Gaza et d'éliminer toute possibilité pacifique à ce conflit avec 2 États, parce que si au bout d'un moment tous les Palestiniens sont soit éliminés physiquement, soit invités à l'exil de Gaza, il y aura plus de possibilité d'un État palestinien. Donc c'est les chances de paix et qui déstabilise la région. Donc la pression internationale, elle doit se faire sur M. Netanyahou, pas sur l'Iran aujourd'hui. Et juste d'un mot, Éric Coquerel, vous venez de dire un génocide israélien dans la bande de Gaza, ce n'est même plus un risque, ça veut dire que pour vous, on en est là, c'est un mot que vous assumez. 42 000 morts. Un génocide, c'est il y a une intention derrière. Oui. Et je vous rappelle qu'on est maintenant, c'était en janvier où la Cour de justice internationale parlait de risque et demandait des preuves d'Israël qu'ils allaient éviter ce risque, et depuis, on a quasiment doublé le nombre de morts, d'accord? La plupart sont des femmes et des civils, en tout cas très peu de combattants du Hamas, tout le monde est d'accord là-dessus, et en plus, un génocide, c'est pas seulement une élimination physique, c'est un moment par la famine, c'est surtout le fait, et ça, M. Netanyahou l'a redit, que l'objectif, c'est que les Palestiniens sortent de Gaza, qu'il y ait une deuxième Nakba. Ça, c'est... Dans le cadre d'un objectif militaire, c'est-à-dire que vous faites pas de différence entre énormément de pertes civiles, c'est incontestable, et dramatique dans la bande de Gaza, non, c'est pas des victimes collatérales. Moi, je pense depuis toujours que vis-à-vis des massacres du 7 octobre, l'intention première n'est pas de se venger ou d'en finir avec le Hamas. L'intention première de M. Netanyahou, c'est d'en finir avec les entités palestiniennes à Gaza et en Cisjordanie. La tension diplomatique, cette fois, est toujours très forte entre France et Russie. Moscou annonce convoquer l'ambassadeur français sur place après les propos du ministre des Affaires étrangères. La France n'a plus intérêt à discuter avec les responsables russes. C'est ce qu'a estimé cette semaine Stéphane Séjourné. On parle de cette discussion qu'il y a eu notamment sur les sujets antiterroristes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je suis pas d'accord avec tout ce qui, de la part de la France,
vise à durcir encore plus le conflit et à durcir et à éloigner toujours plus les conditions possibles, espérées, parce que je ne vois pas d'autre solution un jour que la diplomatie reprenne ses droits. Voilà. Je pense que la France doit être dans ce rôle-là. Il doit y avoir des canaux. Doit y avoir des canaux, et tout ce qui va à l'encontre de ça, tout en affirmant son soutien aux Ukrainiens, c'est pas discutable pour moi, mais tout ce qui est à l'encontre de ça n'est pas bon, donc je le dis. D'autant plus que il y a quand même un paradoxe dans cette histoire quand même, c'est qu'on nous vend donc Monsieur Attal nous vend quasiment Monsieur Poutine comme un nouveau risque d'Hitler, enfin puisqu'il fait des fois des comparaisons entre certaines partis politiques français et leur alliance avec Poutine en disant conférence à Munich. Mais d'un autre côté, on pense quand même que vis-à-vis du terroriste islamiste, là par contre on a un adversaire plus grand. Est-ce qu'on imagine que pendant avant la Seconde Guerre mondiale, on aurait discuté avec Hitler d'ennemis communs qu'on aurait pu avoir? Bon, vous voyez bien qu'il y a quand même un paradoxe dans toute cette affaire que je trouve. Ça n'empêche pas que la Russie est l'agresseur de l'Ukraine et qu'il faut défendre l'Ukraine, leur permettre de ne pas être envahi, etc. Mais ça veut dire aussi, très certainement, qu'on n'est pas dans la même situation qu'avant la Deuxième Guerre mondiale vis-à-vis de la Russie et qu'il faut donc laisser, la France doit avoir ce rôle-là, les chances pour la paix. Alors à propos de l'aide à l'Ukraine, justement, il y a ces jusqu'à 3 milliards d'aides pour l'année 2024, l'aide française. Vous aviez émis des doutes et les Insoumis ont voté d'ailleurs contre le texte qui a été évoqué au Parlement. Vous aviez émis des doutes et vous aviez aussi demandé des documents. Oui, je les ai eus d'ailleurs. J'ai eu 2 pages hier. Du côté du ministère des Armées, effectivement. Alors est-ce que vous avez obtenu une réponse? Qu'est-ce que vous avez déjà, appris? Premier constat, c'est une ambition. Ils le disent. Donc il y a là, tel qu'on l'entend, on a l'impression qu'il y a 3 milliards d'aides qui sont données à l'Ukraine. Bon, c'est une ambition. Une ambition, ça ne veut pas dire que vous êtes sûr de l'atteindre. Deuxièmement, il y a beaucoup de redéploiement, de reconditionnement de matériel français que la France, de toute façon, s'apprêtait à soit mettre au rebut, soit à céder, etc. Bon, il y a quand même des dépenses publiques prévues, notamment dans les années à venir. Combien? C'est étalé sur. Il y a quand même. De mémoire, vous avez combien? C'est compliqué parce que c'est une ambition. Donc vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire cette année de mémoire, parce que je crois que cette année il y a à peu près 1 milliard qui est prévu, mais dont une grande partie c'est ce reconditionnement militaire. Donc c'est très compliqué de savoir exactement où est le financement public, mais il y a du financement public. Bon voilà. On peut se le permettre ça financièrement? Écoutez, ça c'est le sujet qu'on va avoir. Moi, j'ai pas de problématique au fait, à un moment donné, d'aider l'Ukraine. Je ne suis pas d'accord d'aller engager des troupes. Maintenant, aider l'Ukraine en termes d'armes de défense, c'est pas un problème. Mais ce qui est un problème, c'est par rapport à des politiques où, par ailleurs, on met plus d'argent sur on baisse les budgets de la transition écologique, de l'emploi, de l'éducation. Là, il y a souci. Et d'un mot rapide, Éric Coquerel, parce qu'en effet, on va passer après au budget et aux finances de la France, mais est-ce que la France a raison de remobiliser son industrie de l'armement, par exemple, Emmanuel Macron dans une usine de poudre jeudi? Est-ce qu'on a raison à cet égard de relancer cette industrie? Alors on a en tout cas raison de revenir à une souveraineté, qu'elle soit une souveraineté en termes d'armement ou industrielle. Oui, ça, on a raison. Après des années où on a tout laissé partir, y compris, je vous rappelle, on n'était même plus capable de produire les munitions pour nos propres armements. Oui. Bon, Éric Coquerel, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, on va donc parler de ces finances publiques dans un instant, du budget, des déficits. Ce sera juste après le fil info, 8h41, Claire Checaglini. France Info. Le 8h30 France Info. Adrien Beck, Jules Dequisse. Et toujours avec Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances de l'Assemblée. Et justement, le budget, on a commencé à l'esquisser avant le fil info, avec ce dérapage budgétaire. Mais l'exécutif qui a présenté cette semaine un programme effectivement de stabilité où il s'engage à revenir à 2,9% de déficit public en 2027. C'est réaliste, ça? Non, tout le monde sait que c'est pas réaliste. Pour bien comprendre ce qui se passe, c'est qu'on avait un projet une trajectoire qui a été votée l'an dernier, un programme de stabilité. D'ailleurs, on nous disait, si le programme de stabilité n'est pas voté, parce qu'il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée, enfin la loi de programmation des finances qui découle du programme de stabilité, ça va être un drame, etc. Bon, le bilan, c'est qu'un an après, il est complètement bouleversé, ce qui laisse quand même un peu de mesures vis-à-vis de ces alertes. Bon. L'an dernier, on prévoyait 4,4% de déficit en 2024, pour aller vers 2,7%. La fameuse règle en dessous des 3% en 2027. Bien. Là, maintenant, on nous explique que l'année prochaine, ça sera 5,1. Bon.
Donc on laisse filer la dette, notamment pour éponger le fait qu'il y a moins de croissance que prévu, ce que tout le monde savait, mais le gouvernement a fait mine de pas le voir dans son budget, plus le déficit de l'an dernier. Donc il laisse filer la dette. Et il nous explique que en 2 ans, 2 années présidentielles, ils vont baisser comme ça la dette de 2 points. C'est quasi, tout le monde sait que ça, c'est impossible, ça ne se fera pas. C'est pas que c'est impossible, mais ça serait une telle cure d'austérité. Ils sont capables de le faire, parce qu'ils ont déjà décidé quand même, déjà 20 milliards de moins cette année de baisse. C'est presque une goutte d'eau, Éric Coquerel, finalement. De quoi? 20 milliards, 10 milliards, les 10 milliards de cette année. Non, mais à l'échelle de ce qu'il faudrait faire, finalement. À l'échelle de ce qu'il faudrait faire pour arriver à leur objectif, oui. Là, on a là une austérité astronomique. Donc, je n'y crois pas. Je crois qu'ils n'atteindront pas cet objectif. Je pense que, tout simplement, ils continuent à donner des chiffres parce qu'il faut les donner vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis des marchés, mais que ça marque surtout l'échec de leur politique. Parce que moi, les déficits, pour moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours assumé que la dette, je pense qu'on en fait trop. Je veux dire que la dette est assumable. Il faut regarder les intérêts de la dette. C'est pas, on n'est pas un État du tout, contrairement à ce qu'on dit en faillite. La preuve, c'est que là, on vient de mettre des bons sur les marchés. Tous les financiers sont venus parce que la France est un pays sûr, donc on prête à la France. Bon, donc il y a pas un drame. Je dis pas qu'il faut créer pour les déficits, mais quand c'est déficit pour investir, pour permettre à la France de fonctionner et donc pas faire des cadeaux plus riches, c'est pas négatif. Mais eux, c'est pas ça leur problème. Eux, ils disent que c'est le problème numéro 1 et ils sont incapables de l'atteindre. Il faut des recettes face à cela. Vous préconisez toujours une augmentation d'impôts, surtout pour les plus riches, ou alors ça peut concerner... Alors déjà, les recettes, je suis bien content parce qu'Emmanuel Macron me donne raison, parce que moi, ça fait des années que j'explique que le problème, c'est les recettes, c'est pas les dépenses. Et vous avez mais Emmanuel Macron dit pas d'augmentation d'impôts. D'accord, mais je pars de son constat. Après qu'Emmanuel Macron est dans une contradiction, qu'il explique que c'est le problème de recettes et pas des dépenses, et que la première chose qu'ils font, c'est baisser les dépenses, ça montre la contradiction de sa politique et le fait qu'ils sont dans l'impasse. Mais moi, à partir du moment où c'est des recettes, ça veut dire qu'il faut peut-être réfléchir à comment on fait re-rentrer des recettes. Bien. Et donc la question, c'est pas, contrairement à ce qui dit le gouvernement, d'augmenter les impôts pour tout le monde. La question, c'est d'arrêter de mal les baisser comme on l'a fait pendant 5 ans. Parce qu'en réalité, on a baissé principalement les impôts des plus riches, même des ultra-riches dans ce pays. Bon. Quand je vous dis les ultra-riches, c'est parfois les 0,1% de... Le taux d'imposition augmente tant qu'on est riche, mais c'est vrai qu'à partir d'un certain palier, très... petit mais c'est symbolique. Pas qu'il augmente plus. En effet, il baisse. C'est que pour les milliardaires de ce pays, sachez qu'ils payent moins de 2% d'impôts sur le revenu. Selon plusieurs études. Et qu'ils ont transféré une grosse partie de leur revenu vers leur revenu professionnel, le revenu du capital, qui a été moins imposé par Macron, et que donc on estime qu'à l'État, par rapport à ce que ce que n'importe quel Français, paye par rapport à l'impôt sur le revenu, on perd environ 18 milliards d'euros par an. Donc, nous, ce que nous disons, c'est d'abord des recettes. Par exemple, 15 milliards, très facilement atteignable en taxant les superdividendes, les rachats d'actions, etc. C'est évoqué dans la majorité. Voilà. Il faut prendre. Oui, mais on l'a même voté dans ma commission avec des gens du MoDem, etc. Donc on aurait mieux fait de nous écouter. C'est de faire un état des lieux des niches fiscales. On pense qu'il y en a beaucoup à récupérer, que c'est la niche Copé, les niches polluantes et autres, et des aides aux entreprises sans condition. Moi, je pense que nous, on a regardé, je termine là-dessus, au niveau du groupe France Insoumise, on peut récupérer, on pense, 150 milliards par an. J'ai regardé de mon côté ce que je pense pouvoir être majoritaire à l'Assemblée, parce que dans ma commission, je vois bien qui est prêt à voter quoi. Je pense que très facilement, il y aurait plus de 40 milliards récupérés. Eh ben, c'est mieux que de baisser les dépenses publiques. Emmanuel Macron, à propos de rentrée fiscale, il veut une contribution sur le marché du livre d'occasion. Il l'a évoqué hier, une sorte de taxe, car selon lui, le livre d'occasion sur certaines plateformes peut être un contournement du prix unique du livre. Est-ce que vous soutenez cette idée? Alors, on baisse pas les impôts. Pas question de touche aux impôts, mais on augmente les taxes. C'est un peu comme l'histoire de la TVA sociale. On baisse pas les impôts, mais on assure qu'à l'année, peut-être qu'à l'avenir, c'est Bruno Le Maire qui parle d'une TVA sociale qui est l'impôt le plus injuste. Non, je pense que là, je suis pas d'accord avec cette optique. Je pense que c'est bien que des livres d'occasion se vendent, personnellement. Voilà, et serait-ce que parce que je pense qu'il faut que les gens livrent. Donc je pense que c'est pas ça les solutions. Les solutions, je vous dis, c'est de revenir à un impôt plus juste, plus redistributif, et puis aussi de considérer que il faut très certainement, au lieu d'une politique d'austérité, une politique de relance de l'activité économique par la transition écologique, parce que le grand absent, en plus de leur politique, dans ce qui est annoncé, c'est la transition écolique. Et c'est ça la dette la plus importante. Éric Coquerel, puisque vous parlez de justice économique, de justice sociale, qu'est-ce que vous pensez de cette annonce du ministre du Logement, Guillaume Gasparian, qui annonce que c'est fini le logement social à vie. Si on commence à gagner trop, eh bien, on devra quitter son HLM. Est-ce que c'est une mesure en faveur des plus modestes ?
C'est surtout une mesure pour éviter de se poser les vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est qu'il y a moins 10% d'investissement public dans le logement depuis 2017 et qu'on n'a jamais construit aussi peu de logements sociaux en France depuis 30 ans. Voilà. Le problème, c'est pas les 8% de personnes qui... construire plus. Comment ? Il faut construire plus. Il faut construire plus. Il faut arrêter de faire des politiques qui désagrègent le logement social. Et c'est normal que quand on a les moyens de ne pas être dans un logement social, on y soit. C'est pas normal. Sauf qu'aujourd'hui, les 8% en question, déjà, la plupart payent des surloyers. C'est-à-dire, ne croyez pas. Oui, tout à fait. Ils payent des surloyers. Ça existe déjà. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Alors donc, on pense que c'est 400 000 personnes. Beaucoup sont des personnes âgées. D'accord ? Donc, on pense qu'on doit mettre aujourd'hui 400 000 personnes sur le logement privé. Au-delà de 65 ans, on ne peut pas exclure des habitants de leur HLM. Voilà. Donc, en fait, en réalité, dans ce que vous êtes en train de le dire, c'est que non seulement la loi aujourd'hui oblige les offices de HLM à une révision annuelle, que en fonction de ça, vous avez des décisions soit de surloyer, soit même un locataire peut déjà aujourd'hui par la loi ne plus pouvoir rester en son loyer si le cas est vraiment trop important. Ça se concentre en plus sur Paris. Donc c'est un effet d'annonce qui est fait pour éviter le vrai problème, c'est qu'on ne construit plus assez de logements sociaux dans ce pays. Merci beaucoup Éric Coquerel, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, invité du 8h30 France Info ce matin.